Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et merci d'être à l'écoute de la radio Renouveau FM émettant sur la 98.1 MHz et également à tous nos téléspectateurs qui nous suivent sur nos différentes pages web. Bienvenue dans notre émission Les Échos du Fleuve. Les Échos du Fleuve, c'est une émission en partenariat avec l'organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal avec Renouveau FM. Nous souhaitons de prendre surtout bienvenue sur cette ce deuxième numéro. Et aujourd'hui, nous avons comme invité Madame Li Fatoumata Kane, coordinatrice de la cellule nationale OMVS du Mali, et Monsieur Dioro Bokoum, directeur national de l'hydraulique. Sans plus tarder, Madame et Messieurs, nous vous souhaitons en tout cas de prendre soin surtout de toutes et à tous et pour être en tout cas mieux informés sur cette émission. Et nous vous informons également avant la fin de cette émission, nous allons vous livrer le bulletin hebdomadaire de l'OMVS et en même temps, le téléphone, c'est le 20 80 08 08, certainement pour prendre et encore poser certaines questions. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Madame Li Fatoumata Kane, vous êtes la coordinatrice de la cellule nationale OMVS du Mali. Alors, bienvenue. Merci. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être nous dire encore, juste savoir qu'est-ce que cette cellule de l'OMVS au niveau du Mali? Juste une présentation. Merci beaucoup. D'abord, je voudrais vous remercier pour, en tout cas, nous donner l'occasion d'informer les populations sur la gestion de la ressource en eau d'une manière générale et en particulier sur le fleuve Sénégal. Okay. Moi, je suis la coordinatrice de la cellule nationale OMVS du Mali. Nous avons comme mission, en tout cas, de coordonner et de suivre l'ensemble des activités que l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal joue dans les États et en collaboration avec les services techniques des États. Voilà notre mission. Merci. En collaboration avec les services techniques de l'État, c'est pourquoi nous avons M. Dioro Bokoum qui est le directeur national de l'hydraulique du Mali. M. Dioro, bonjour. Bonjour, M. Sylvie. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, la direction nationale de l'hydraulique du Mali, juste avant, pouvez-nous faire juste une brève présentation de cette direction et encore quel est le lien avec la direction nationale de l'hydraulique avec l'OMVS aussi. Merci beaucoup, M. Sylvie. Tout d'abord, permettez-moi de joindre ma voix à celle de Madame la coordinatrice et pour remercier la radio Renouveau FM et d'avoir bien voulu nous recevoir ici dans votre studio et communiquer sur les ressources en eau dans les bassins du Sénégal en particulier, en général les ressources en eau du Mali. Aussi saluer franchement et féliciter l'OMVS à travers Madame la coordinatrice pour cette excellente initiative et les féliciter aussi pour l'excellent travail accompli jusqu'ici. Alors, la Direction nationale de l'hydraulique est un service central de l'État qui a pour mission essentielle l'élaboration des éléments de la politique nationale en matière d'eau, la coordination et le contrôle de sa mise en œuvre. Par rapport à ce sujet, donc la DNAS est chargée de faire l'inventaire, évaluer, suivre les ressources en eau et les ouvrages hydrauliques. Par rapport à ce thème. Mais en plus de cette mission, la DNAS est aussi chargée d'élaborer des stratégies d'alimentation en eau potable, de mobilisation et de gestion des ressources en eau et de veiller à leur mise en œuvre. Aussi, la DNAS est aussi chargée d'élaborer tout ce qui est norme régissant le secteur de l'eau et veiller à la mise en explication aussi. Et aussi planifier, contrôler et développer les services publics. Ok. Monsieur le directeur, on sait que l'hivernage passe son plein actuellement dans les quatre États membres de l'OMS et on entend souvent parler de la CRI. Qu'est-ce que la CRI? La CRI, c'est quoi? Oui, merci pour cette bonne question. Nous sommes déjà en crue. La crue, par définition, c'est la montée des eaux au niveau des cours d'eau. Donc, c'est-à-dire l'élévation du niveau des cours d'eau. Et cela est dû essentiellement aux précipitations au niveau du bassin. Permettez-moi, franchement, peut-être je ne peux pas anticiper
sur le sujet. Oui. Et cette année est une année exceptionnelle. Vous l'avez vu à Bamako déjà, nous enregistrons de fortes précipitations. Et cette année, nous avons reçu des informations venant de l'Organisation météorologique mondiale qui annoncent de fortes précipitations en Guinée. Donc, il est à rappeler que ce soit les fleuves du Sénégal à travers ses grands affluents, que ce soit les Bafin, les Bakoy, prennent tous leurs sources en Guinée. Et le Niger aussi, avec ses 4 affluents, les Sankrani, les Milo, les Tenkiso, les Nyandans, prennent tous leurs sources en Guinée. Et donc, déjà, nous enregistrons des montées franches des niveaux d'eau dans ces cours d'eau-là. Et comparativement à l'année dernière, nous sommes à un niveau relativement beaucoup plus élevé. Donc, c'est l'occasion aussi de lancer cet appel, exactement, de dire aux différentes populations de redoubler de vigilance. Et cette année, la crise risque d'être très forte et le Niger, que ce soit le Niger, que ce soit le Sénégal, risque même de déborder. Alors, Madame la coordinatrice, je m'avais posé cette question. Quel intérêt y a-t-il à connaître les niveaux du fleuve Sénégal, surtout, en tout cas, précisément dans cette zone, en tout cas arrosée, surtout dans le Mali? Bon, c'est vrai que l'intérêt, il vient de le signaler. L'intérêt, c'est vraiment de suivre la ressource. Comme vous l'avez dit, comme il vient de le dire, on est dans une période de montée d'eau. Donc, pour qu'en tout cas, alerter les populations, pour suivre la gestion et pour qu'il n'y ait pas de dégâts. Donc, l'intérêt, c'est vraiment de suivre ceci au niveau du fleuve Sénégal pour éviter des problèmes au niveau des populations qui sont au bord du fleuve. Alors, pour éviter des problèmes, maintenant, quel doit être le comportement, en tout cas, de cette dite population qui se trouve au bord de ce fleuve? Le comportement, d'abord, la population doit être vigilante. C'est-à-dire les informations que nous donnons, ils doivent être prises au sérieux. Et deuxièmement, les populations doivent s'impliquer dans la gestion de la ressource en eau et même dans la protection de la ressource en eau. C'est pour cette raison que cette population a un rôle important à jouer. C'est pourquoi à toutes les occasions, nous les impliquons dans cette gestion et nous donnons les informations pour que nous soyons au même niveau d'information. Voilà. Alors, monsieur le directeur, maintenant, vous, en tant que directeur national de l'hydraulique, alors comment s'effectue la gestion opérationnelle des ressources, en tout cas en eau du fleuve Sénégal? Autrement dit, comment faites-vous pour maîtriser une partie de cette cour d'eau du fleuve Sénégal? Et justement, en développant les connaissances, vous savez, l'OMVS, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, est un modèle de gestion des ressources en eau au niveau mondial. Au niveau mondial. Les 4 États coordonnent les efforts exactement pour suivre ensemble les ressources en eau. Nous suivons la ressource depuis la Guinée et le Sénégal aussi suit la ressource depuis le Mali. Donc toute cette coordination s'effectue au niveau de l'OMVS. En ce qui concerne le Mali, nous avons 22 stations hydrométriques. Donc que nous suivons tous les jours. Surtout en période de crise. Exactement. Donc tout ce qui est débit qui est écoulé au niveau du fleuve du Sénégal, c'est connu journalièrement. Et en moyenne, nous avons 10 milliards et demi de mètres cubes. 10 milliards et demi. Qui passent à travers Caille. Exactement. Et ça, c'est en moyenne. Il y a un minimum de 5 milliards de mètres cubes qui passent à travers Caille, le fleuve Sénégal. Donc, cette gestion est basée d'abord sur la connaissance et aussi, en fait, la direction nationale est impliquée au niveau de toutes les instances de décision de l'OMVS, notamment au niveau de la commission permanente des eaux, cette commission qui réunit les 4 États et qui se réunit 4 ou 5 fois par an. 5 fois par an et au niveau des différents pays. Où, exactement, vous savez que les barrages de Manantali, est situé exactement sur notre territoire et qui a une capacité de 11 milliards de mètres cubes. Et exactement, la gestion de cette retenue est faite de façon consensuelle avec les 4 États.
Donc c'est pour vous dire qu'à ce niveau, nous maîtrisons exactement cette gestion. Mais il faut aussi le dire, les barrages est sur les Bafis, mais nous avons aussi la Falémé. La Falémé qui consigne la frontière entre le Mali et le Sénégal, qui traverse exactement tous les cercles de Kenyeba et aussi une partie du cercle des Cailles, exactement, où il n'y a pas jusqu'ici d'ouvrage, mais exactement, mais il y a un ouvrage quand même qui est projeté dans l'avenir à Goubassi. Exactement. Ok. Madame la coordinatrice, on sait en tout cas, M. le directeur vient de parler de la commission permanente des eaux. Alors quel rôle jouent en tout cas les organes comme la commission permanente des eaux ou encore les comités de bassin dans la gestion du cours d'eau du fleuve Sénégal? Merci beaucoup. Je pense que la commission permanente des eaux, c'est une commission consultative qui est composée de l'ensemble des acteurs, comme il vient de dire, c'est-à-dire les services techniques des États qui s'occupent de la gestion de la ressource en eau. Et cette commission permanente des eaux s'occupe de la planification, de la gestion de l'ensemble des ouvrages qui se trouvent sur le fleuve Sénégal. Et sur ce plan, et dans tous les domaines, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'hydroélectricité et dans le domaine de la navigation. L'ensemble des ouvrages qui se trouvent sur le fleuve Sénégal est géré par ces structures des 4 pays. Et comme il l'a dit, ils ont des réseaux de suivi sur le plan du fleuve, et ces données sont journalièrement fournies au niveau de l'OMVS et compilées, et puis la planification s'est faite sur la base de ça avec l'implication des 4 États. Voilà le rôle de la commission permanente des eaux, et chacun a sa quantité d'eau qu'ils utilisent. Ils donnent des planifications au niveau de l'OMVS, on fait la répartition entre les usages et chacun doit respecter, et les réunions régulières c'est pour suivre est-ce que chaque structure est en train de respecter ce qui a été planifié au départ. Et si cette planification est exceptionnelle ou ne dépend que de la nature, on peut reprendre la planification et donner encore d'autres instructions. Voilà le rôle de la commission permanente des eaux. On a mis le comité de bassin, c'est un comité qui est composé en tout cas de 4 collèges. Il y a les services publics, il y a la société civile, il y a les scientifiques et il y a les usagers. Cette commission est mise en place. En fait, c'est une commission de coordination qui est là, qui peut être consultée et qui peut aussi apporter les préoccupations des populations au niveau des organes de l'OMVS, donc des décisions. Et ils sont aussi consultés pour toute planification ou tout ouvrage que nous voulons construire. Nous consultons aussi le comité de bassin. Voilà, le comité de bassin, vraiment, c'est l'ensemble aussi des États avec ces 4 collèges. Alors on sait quand même que le fleuve Sénégal, des passages quelque part, en tout cas, souffre aujourd'hui. Alors vous, votre cellule, en tant que coordinatrice de la cellule nationale de l'OMVS, au Mali spécifiquement, nous savons, en tout cas, il y a certains effets néfastes, tels que du dragage, également des orpaillages, en tout cas, hors normes. Aujourd'hui, quel est le rôle, c'est-à-dire de votre cellule par rapport à ça, vis-à-vis en tout cas de la population qui est en train de s'effectuer sur ces différentes pratiques? Vous voyez, la cellule OMVS, nous n'avons pas un rôle détaché du rôle de l'OMVS ni du rôle de l'ADNH. Donc nous avons un rôle de coordination, comme je vous ai dit, de l'ensemble des activités. Au niveau de l'OMVS, nous avons des programmes, en tout cas, qui prennent en charge des programmes de sensibilisation, d'information et même de réalisation pour, en tout cas, éviter ces problèmes au niveau du fleuve. Mais le plus important, c'est vraiment la sensibilisation des populations. En ce qui concerne, par exemple, le dragage, vous savez, nous faisons des commissions à travers nos programmes. Il y a des programmes de sensibilisation des populations. En ce moment, la cellule OMVS joue le rôle de coordination et d'intervention, d'interaction avec les services techniques des États. Voilà. Alors là, monsieur le directeur, peut-être la même question, en tout cas on sait dans le secteur de Kenyeba, si on voit aussi un peu plus loin d'ici, il y a certaines parties de ce fleuve Sénégal qui souffrent aujourd'hui. Vous, en tant que technicien, en même temps, directeur national de l'hydraulique, est-ce que vous avez en tout cas pris peut-être cette préoccupation pour le traiter à un niveau, pour au moins peut-être trouver une solution à cette pratique qui est en train de causer des soucis, en tout cas par rapport à l'existence même du fleuve quelque part?
Absolument. Encore merci pour cette question. Franchement, nous, en tant que Direction nationale de l'hydraulique, c'est pas maintenant, c'est depuis les années 2000, notamment 2002, avec l'adoption du Code de l'eau, qui prévoit des dispositions pour protéger et gérer les ressources en eau, et qui interdit toute action de dégradation en termes de quantité, en termes de qualité au niveau des cours d'eau. Kenyeba, vous l'avez dit, ça c'est la Falémé, effectivement, qui est menacée. C'est l'existence même de la Falémé qui est en cause aujourd'hui. Moi, personnellement, je connais cette région après avoir été directeur régional de l'hydraulique des Cailles. J'ai sillonné exactement toute la région, et notamment les cercles de Kenyeba. Et franchement, les actions qui sont menées aujourd'hui au niveau de ces cours d'eau, c'est vraiment déplorable. Et nous avons vu à des endroits où les cours d'eau est complètement obscuré. Vous imaginez qu'il arrive des moments de l'année où on n'a pas une goutte d'eau qui coule au niveau de Gourbassi, à sec. Et pendant la crue, on peut avoir jusqu'à 1800 mètres cubes secondes. Et pour vous dire que l'orpaillage, ce n'est plus l'orpaillage qui se pratique dans ces cours d'eau, c'est des engins industriels avec des godets, des étrangers qui viennent, qui dégradent carrément les berges, qui dégradent carrément la nature exactement de ces cours d'eau qui déforment. Et sans parler de la qualité de l'eau. Donc, c'est préoccupant. À un moment donné, effectivement, le gouvernement du Mali, au plus haut niveau, a pris des dispositions pour interdire exactement, toute pratique de dragage au niveau des cours d'eau. Il y a eu des missions au plus haut niveau des ministres. Je me souviens très bien, notre ministre, le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, accompagné avec son collègue de l'Environnement et de la protection et de la sécurité, exactement, effectué des missions et qui ont donné des instructions. Même la semaine prochaine, il y a une mission conjointe de la DNH, c'est notre initiative effectivement, de la DNH, de la DNGM et de l'assainissement de l'environnement, s'effectuera dans le cercle de Kenyeba pour voir quelles sont les actions encore à entreprendre pour protéger exactement, pour sauver la Falémé. Et des actions sont en cours exactement. Et dans le cadre du nouveau document des politiques nationales, nous mettons accent sur la police de l'eau. Effectivement. Il va falloir qu'aujourd'hui, qu'on puisse avoir la police de l'eau et qui pourra vraiment interdire sur le terrain exactement toute action dégradant exactement ce fleuve. Et ça, c'est ce qu'on connaît au niveau exactement. Vous savez que le cercle de Kenyeba, c'est un cercle qui regorge des mines, où il y a des sociétés minières exactement. Même ces sociétés, exactement, à un moment donné, auront des problèmes pour avoir de l'eau. Parce qu'on ne peut pas parler des mines tant qu'on n'a pas de l'eau. Donc, il y a des moments où ces sociétés, exactement, n'ont même pas de l'eau. Aujourd'hui, il y a un grand projet qui est en cours, qui a été initié par FECOLA, plus de 7 milliards de francs CFA pour faire un aménagement hydro-agricole. Mais le problème qui se pose, la disponibilité de la ressource en termes de qualité. La qualité de l'eau de la Falémé aujourd'hui n'est même pas appropriée pour l'agriculture. Même pas pour l'agriculture, pendant l'étiage. Ok, Madame la coordinatrice, certainement, en tout cas, c'est vraiment un sujet préoccupant qui est là, dans la mesure où votre organisation, autrement dit l'OMVS, en tout cas, a vraiment le grand souci de faire de telle sorte que là où se passent peut-être ces différents cours d'eau, pour qu'ils puissent peut-être faire de telle sorte qu'en tout cas, on parvient à avoir l'autosuffisance alimentaire, en même temps, mais avec toutes ces différentes préoccupations. Vous, peut-être, on suppose que vous êtes au niveau du Mali. Est-ce que vous avez recenser ceci et en même temps, comment vous vivez ces sujets-là, en tout cas dans votre organisation? Bon, tu sais, ce sujet-là, c'est pas un problème particulier au Mali. C'est même un problème de l'organisation même. Comme il l'a dit, la Falémé, quand vous regardez la situation de la Falémé, c'est que cette ressource en eau sert même la Guinée. Il y a des soucis aussi en Guinée. En Guinée, il y a des soucis en Mauritanie, il y a des soucis au Sénégal. Donc ce n'est pas un souci spécifique du Mali. C'est un souci de l'organisation. Et c'est pour cette raison que le haut-commissaire actuel avait mené même des missions lui-même sur place. Et nous avons même produit un rapport sur la situation de la Falémé qui est inquiétante et qui a été transmis à l'ensemble des 4 États pour permettre
aux services techniques concernés de sensibiliser en tout cas les populations et de sensibiliser les politiques pour que les dispositions qui ont été prises, par exemple au Mali, soient prises dans tous les 4 États. Donc le problème de la Falémé, c'est un problème vraiment des 4 pays. Donc, et nous sommes vraiment, c'est un souci important pour l'OMVS. Et aujourd'hui, l'OMVS aussi regarde quelles sont les actions qui peuvent être menées au niveau régional pour que tous les États bénéficient en tout cas des impacts de ces actions. Donc il y a des requêtes qui sont en cours pour ça. Donc c'est une préoccupation de l'ensemble des 4 États. Ok. On sait que la maîtrise d'eau aussi, c'est certainement, en tout cas, je m'avais certainement vous demander quels sont les problèmes aujourd'hui concernant la maîtrise d'eau et surtout par rapport aux affluents non contrôlés, hein, surtout. Ouais. Bon, par rapport aux affluents non contrôlés, c'est toujours lié au suivi de la rue. Comme il l'a dit, pour pouvoir contrôler les ressources là, il faut la connaître. Des dispositifs sont mis en place dans les États pour les suivre, mais il faut reconnaître que le défi que nous avons par rapport à ces fleuves-là, c'est vraiment la protection même de la ressource en eau. Les services techniques font leur travail, mais il faut que ça soit tout le monde soit impliqué. C'est pas un travail d'un seul acteur, c'est un travail multi-acteurs. Les usagers, la société civile, multisectoriel aussi, multisectoriel, parce que c'est, comme vous l'avez dit, l'eau touche tous les domaines. Il vient de le dire. Même s'il n'y a pas d'eau propre, on ne peut même pas avoir l'agriculture, ni les mines ne peuvent même pas travailler, l'eau potable, l'assainissement et l'ensemble. Donc c'est un multi-acteur. Donc moi je pense que le défi aujourd'hui, c'est l'implication de tous, qui est important. Les problèmes sont connus. Et si tout le monde s'implique, je pense que nous aurons les moyens, en tout cas, de les attaquer. Ok. Monsieur le directeur, alors maintenant, au-delà des problèmes, en tout cas, nous savons également peut-être que la maîtrise d'eau, surtout, peut peut-être, en tout cas, faire des avantages pour la population dans son ensemble. Aujourd'hui, quel est l'intérêt, en tout cas, de cette différente maîtrise des systèmes mis en place pour maîtriser l'eau? Non, franchement, cet intérêt est palpable. Hein. Nous parlons bien tantôt la Falémé où on n'a aucun ouvrage, on n'a aucune maîtrise, où il y a des moments de l'année la Falémé est à sec. Totalement. Mais quand vous regardez de l'autre côté du Bafi, du Sénégal, il y a de l'eau pendant toute période de l'année. Au contraire, vous voyez les barrages de Manantali, qui est une fierté pour les 4 États, mais c'est grâce à ces barrages que aujourd'hui nous avons de l'électricité. C'est grâce à ces barrages qu'aujourd'hui on peut cultiver pendant toute période de saison au Sénégal, en Mauritanie, au Mali. Donc, et grâce à ces barrages que nous allons développer bientôt la navigation. Donc c'est cette base que je disais qu'il faut absolument avoir des ouvrages aussi de régulation sur la Falémé. Notamment ce qui va arranger surtout les Mali, à Bourbassi, je pense que non seulement pour la production d'électricité, aussi pour le développement aussi de l'agriculture, pour aussi le développement de toute activité liée à l'eau. Exactement. Et même pour l'écosystème. Mais l'autre grand défi est exactement, en plus effectivement de l'action de l'homme, qui est regrettable, il y a les changements climatiques. Exactement. Et si s'associe. Une des réponses, effectivement, au changement climatique, c'est ce que nous sommes en train de faire au niveau de l'OMVS, la gestion intégrée des ressources en eau. Cela passe par la maîtrise de l'eau, par la connaissance. Alors quel est l'état de lieu de cette gestion aujourd'hui avec l'OMS? Ah oui, c'est un modèle, hein, la gestion intégrée des ressources en eau. C'est ce qui veut dire la gestion consensuelle, le partage. Et aujourd'hui, vous savez, quand il y a eu problème, exactement, et déjà ce problème est là aussi en Éthiopie avec les barrages, on dit, écoutez, inspirez-vous de ce qui se passe au niveau de l'OMS. Et donc, l'ensemble des 4 États qui décident qu'est-ce qu'on fait pour la retenue, les différentes retenues, qu'est-ce qu'on fait pour la production d'électricité, pour l'agriculture, et pour la navigation. Donc, c'est ça la gestion intégrée des ressources en eau. Mais le socle, c'est les connaissances, le développement de cette connaissance. Il y a beaucoup d'actions en cours au niveau de l'OMS, même par rapport à la qualité de l'eau. Nous avons effectué pendant l'étiage une campagne de mesure de la qualité de l'eau au Mali et simultanément au Sénégal, avec à travers les projets OEF et
en mois de septembre, pendant la haute pendant les hautes eaux, la CRI, nous allons aussi effectuer effectivement une campagne aussi des mesures de la qualité de l'eau et en même temps une campagne des usages pour voir réellement exactement comment évoluer. Donc ces actions vont nous permettre franchement de mieux connaître et de mieux maîtriser notre ressource en eau qui est essentielle pour notre survie. Ok, madame, en tout cas on sait quand même que les effets néfastes, nous venons de le dire, vous l'avez certainement aussi notifié quelque part, que vous, en tout cas vous accentuez surtout sur la sensibilisation, peut-être la communication, pour au moins se faire comprendre aux riverains pour qu'ils puissent peut-être changer de comportement. Alors aujourd'hui, est-ce que les autorités locales, les collectivités territoriales, est-ce qu'ils sont associés dans votre système pour prendre soin en tout cas de ces fleuves de passage? Bien sûr. En tout cas, les autorités locales sont aussi impliquées à travers les comités locaux de l'eau et les comités de coordination. C'est à tous les niveaux. Les instances ont été créées, même au niveau du Mali, les instances sont créées au niveau national, régional, jusqu'au niveau local. Au niveau du système OMVS, c'est la même chose. C'est la même chose. Tout ça, c'est pour permettre l'implication des autorités jusqu'à la base, des usagers jusqu'à la base. Donc nos instances, les comités de coordination et les comités régionaux de coordination sont impliqués à tout ce que nous faisons. Donc voilà un peu. Est-ce que vous êtes un peu peut-être satisfait de ce qui joue comme rôle? Parce qu'on sait quand même certainement une sensibilisation elle est faite pour au moins peut-être avoir un changement de comportement souvent, mais comme vous l'avez aussi dit, parce que dans les différents États membres de l'OMVS aussi, vous déplorez quand même que la situation aussi est de telle sorte que vraiment il y a un grand souci. Oui, c'est vrai. Bon, vous savez, le problème de sensibilisation, c'est à long terme, hein, parce que les gens, nous sommes avec comme c'est un ensemble de multi-acteurs, les gens n'ont pas le même niveau de compréhension. Donc ça peut prendre du temps de les faire comprendre, mais je pense que la situation évolue. Okay. L'implication des usagers dans la gestion de la ressource en eau aujourd'hui, je pense que la situation a très évolué avec l'implication, avec la sensibilisation, l'intervention que les services techniques donnent au niveau de chaque État. Ça, vraiment, il y a une évolution. On ne peut pas dire que c'est pas bien, mais ce n'est pas comme avant. Ok. Voilà. Monsieur le directeur, on sait quand même que vous, en tant que directeur national de l'hydraulique, peut-être vous devez avoir un rôle à jouer, surtout par rapport à ce que nous venons de parler, par rapport à la maîtrise en général, mais particulièrement pour le cas du fleuve Sénégal. Aujourd'hui, vous l'avez notifié quelque part que c'est des différentes... L'intérêt immense qui est là aussi, en tout cas, l'intérêt de telle sorte que c'est tellement aussi important. Mais vous, avec votre direction aujourd'hui, est-ce que vous avez mis une politique sur place qui, en tout cas à travers le Mali, spécifiquement comme on est avec le fleuve Sénégal, pour que ces politiques soient au moins soutenues à des niveaux aussi intéressants? Absolument. Nous avons mis une politique sur place. J'ai parlé tantôt du Code de l'eau déjà, qui est une loi depuis 2002. Okay. Nous avons un document. C'est une loi, est-ce que ça a un peu modifié? Oui, ça modifie exactement. Moi, quand j'étais directeur régional de l'hydraulique des CAI, je sais ce qui a été fait. D'abord, au niveau des sociétés minières, exactement, quand vous voulez faire un forage, vous devrez demander une autorisation. Exactement, quand vous devrez faire des prélèvements au niveau des Falémé, au niveau des Sénégal, il faut une autorisation. Et ça, c'est ces principes que nous avons pu asseoir. Nous avons un document de politique nationale adopté par le gouvernement du Mali depuis 2006. Ok. Nous avons ce qu'on appelle... Quelles sont les grandes lignes de cette politique? Les grandes lignes de cette politique est fondée sur la gestion intégrée des ressources en eau. Comment l'eau peut constituer un facteur de développement économique et social de notre pays. Donc, ce document de politique met l'eau au centre comme pilier du développement économique et social de notre pays. Exactement. Et maintenant, c'est ce que je disais, ça c'était par rapport aux OMD, par rapport aux ODD, aux objectifs de développement durable, l'ODD 6, exactement, nous avons relié ce document de politique qui met accent sur la mise en place de la police de l'eau et qui met accent aussi sur la contribution financière. Tout ce qu'on dit, il va falloir qu'à un moment donné, que les États puissent être souverains. Tout à fait.
mobiliser des financements. Donc cette contribution financière est exactement, c'est un devoir pour chacun de nous de contribuer à la sécurisation, à la protection de cette ressource. Mais ce n'est pas des taxes, ce n'est pas de redevances, c'est une contribution financière qui va servir à protéger, à mieux gérer encore cette ressource. Et c'est là, nous avons beaucoup avancé par rapport à cela. Nous avons aujourd'hui un programme national de gestion intégrée des ressources en eau à l'horizon 2030 pour mettre en œuvre exactement ces documents de politique. Donc ces textes sont là et comme Madame la coordinatrice vient de le dire, c'est à tous les niveaux. Au niveau des clés des comités locaux de l'eau, au niveau des comités des bassins, exactement, qui vont constituer les piliers, exactement. Désormais, en fait, l'AGIR, c'est quoi? Ça veut dire que les populations même doivent participer exactement à la planification, exactement, et à la mise en œuvre de ces plans pour leur propre développement. Et ces comités locaux de l'eau, ces comités des bassins, qui vont constituer les agences de l'eau qu'on va mettre en place exactement pour mieux planifier cette ressource en eau. Donc, ces documents existent, nous sommes en train de mettre en application, mais comme Madame la coordinatrice, j'ai dit très souvent Madame la directrice, parce que elle est plus directrice nationale de l'hydraulique. Donc Madame ici, c'est Madame la coordinatrice. Oui, ici c'est Madame, mais je ne peux pas m'empêcher de l'appeler Madame la directrice, c'est ma directrice. Effectivement, je suis très fier d'elle. Merci. Et c'est ce que je suis en train de vous dire par rapport à cela. Franchement, il y a eu des progrès, mais le secteur de l'eau, c'est un secteur transversal. Il va falloir que les différents départements se donnent la main, les départements de l'environnement, les départements en charge de l'eau, les départements même en charge de sécurité, pour mettre en œuvre à l'application ces textes-là. Et moi, je dis, quand j'étais directeur régional de l'hydraulique, effectivement, cette initiative, je l'ai prise. Et là, c'était le général Salif qui était gouverneur. J'allais voir le général Salif, je dis, mais voilà ce qui se passe dans la région. Ils ne sont pas en train de respecter les textes de notre pays. Immédiatement, il a fait une lettre circulaire à toutes les sociétés. Désormais, quand on voulait faire un forage, demandez l'autorisation. Quand on voulait faire des prélèvements, demandez l'autorisation. Et là, ça contribue à améliorer, permettre de savoir ce que la qualité de l'eau et ce qu'on a dans nos sous-sols. Améliorer la connaissance, effectivement. Et cela s'effectue aujourd'hui au niveau de la région des Cayes, mais il va falloir faire encore des efforts à tous les niveaux. Ok, Madame la directrice, certainement vous, en tout cas, votre préoccupation, c'est vraiment de sensibiliser, de communiquer avec les autorités locales, vous l'avez certainement dit, mais aujourd'hui, avec tout cet effort que vous êtes en train de faire, pendant la période de crise, est-ce que vous pointez des moments spécifiques dont vous avez certains messages envers cette population de riverains pour qu'ils puissent procéder à un changement de comportement et encore prendre soin d'eux-mêmes aussi au bord du fleuve? Bon, pour la gestion de l'eau, vraiment le message doit être permanent. Mais la période de crise est une période spécifique. C'est vraiment une période d'alerte des populations pour que les populations soient vigilantes pour leur propre protection. Mais sinon, la communication, vraiment, ça doit être permanent par rapport à la gestion d'une manière générale. Mais la période hivernale de crise est une période spécifique de communication et d'alerte. C'est pourquoi nous faisons toujours la communication à travers la DNH, des bulletins hydrologiques pour montrer le niveau de l'eau, le comparer à la même période de l'année pour que les populations sachent d'où on va. Est-ce qu'il y a une montée, est-ce qu'il y a une descente et ils doivent prendre des précautions pour se protéger. Voilà un peu les actions spécifiques qu'il faut en cette période de crise. Ok, vous voulez rebondir sur dit Absolument, c'est des bulletins hydrologiques journaliers, c'est des bulletins hebdomadaires, exactement, des bulletins journaliers, des bulletins hebdomadaires, des bulletins mensuels que nous élaborons pour communiquer au niveau des ondes, au niveau des radios locales et au niveau des radios nationales. Exactement, au niveau de la télévision nationale, tous les vendredis, exactement, le Mali est l'un des rares pays qui fait ces bulletins au niveau de la radio nationale. Et là, nous sommes très fiers et nous
félicitons vraiment tous nos partenaires de la radio et de l'ORTM et du Renouveau pour cela. Et tout cela participe vraiment à la protection exactement des personnes et de leurs biens. Et c'est en cela que nous travaillons et je pense que grâce à ce que nous faisons, nous avons vraiment sauvé beaucoup de vies. On a vraiment sauvé beaucoup de vies et nous anticipons quelquefois. Que ça soit au niveau du Sénégal, que ça soit au niveau du Niger. Bientôt, je pense qu'à un moment donné, au niveau des Manantali, aussi des barrages, nous allons procéder au lâcher. Avant de commencer les lâchers aussi, nous allons informer effectivement tous les riverains pour dire faites attention, il y a des lâchers. Si les Niger, exactement, je profite de l'antenne, exactement, nous avons déjà commencé les lâchers. Les lâchers. Exactement. Oui, depuis le lundi 16, les lâchers exactement, pour anticiper, parce qu'à un moment donné, en septembre, nous allons recevoir des apports importants de la Guinée. Et là, il faut sécuriser les barrages, il faut sécuriser aussi exactement les populations, les personnes et leurs biens. Et nous communiquons bien par rapport à cela. D'ailleurs, cette émission s'inscrit aussi dans ces cas-là. Alors, nous allons voir si la technique va nous permettre en tout cas de suivre le bulletin dont nous venons juste en tout cas de faire ébauche. Bienvenue au bulletin d'information hydrologique de l'OMVS, Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. La situation hydrologique au 19 août 2021 au niveau des principales stations du bassin du fleuve Sénégal se présente comme suit. Pour les stations sur l'affluent principal, à Sokotoro, sur le Bafing, en Guinée, le niveau de l'eau est à la cote 2,68 m à l'échelle. La tendance est à la hausse. À Balabori, sur le Bafing, en Guinée, le niveau de l'eau est à la cote 6,12 m à l'échelle. La tendance est à la hausse. Pour ce qui est des stations sur le fleuve Sénégal, à Bakel, le niveau de l'eau est à la cote 7,00 m à l'échelle. La tendance est à la hausse. À Matam, le niveau de l'eau est à la cote 5,45 m à l'échelle. La tendance est à la hausse. À Podor, le niveau de l'eau est à la cote 3,43 m à l'échelle. Le niveau est stable. À Richard Toll et Rousseau, Mauritanie, le niveau de l'eau est à la cote 2,81 m à l'échelle. Le niveau est stable. À Saint-Louis, le niveau de l'eau est à la cote 0,91 m à l'échelle. La tendance est à la hausse. En résumé, cette semaine, la tendance est à une hausse des écoulements sur les affluents Bafing et la Falémé, alors que sur l'affluent Bakoy, les niveaux d'eau diminuent. Le remplissage de la retenue de Manantali continue. Dans la vallée, les niveaux d'eau augmentent, alors que dans le delta, les niveaux restent globalement stables. À la semaine prochaine pour un nouveau bulletin. Nous vous rappelons que vous êtes à l'écoute de Renouveau FM, maintenant c'est la 98.1 MHz. Les téléphones c'est 20 80 08 08. Juste avant en tout cas de libérer l'antenne, Madame la coordinatrice, est-ce que vous avez un petit commentaire sur ce bulletin? Bon, le commentaire général, je pense que ça a été déjà résumé. Il y a deux tendances. Il y a une tendance à la montée et une tendance stable. Et vers Commandant Ali, vous avez vu qu'on est à la tendance de la montée. C'est pourquoi le directeur national parle de prévision de lâcher pour prendre des précautions. Et de l'autre côté, vous avez une tendance stable. Donc c'est tout ça, c'est pour permettre aux services techniques de voir la tendance, d'informer, de sensibiliser et d'assurer la protection des populations et leurs biens pendant cette période-là. Je pense que cette tendance-là, elle est bien visible. Ok. Alors, monsieur le directeur, peut-être quelle idée avez-vous, en tout cas, ou encore quel commentaire avez-vous sur ce bulletin? Non, ce bulletin reflète la réalité vraiment du terrain, effectivement. Comme je disais, on est en période de crue, donc la tendance est à la hausse, exactement. Et maintenant, surtout dans le haut bassin du Sénégal, exactement. Maintenant, vers le Saint-Louis, ça c'est voilà, exactement, c'est un peu stable parce que ce sont eux qui reçoivent les eaux exactement du haut bassin. Alors maintenant, en plus de cela, c'est qu'il faut ajouter par rapport à ces bulletins, mais comparativement à l'année dernière, et ça c'est très important. Et comparativement à une année moyenne, ça c'est très important. Ça donne encore une notion beaucoup plus large par rapport exactement à la crue de cette année. Comparativement, franchement, l'année dernière, le niveau est comparativement à l'année dernière, le niveau est supérieur exactement
le niveau est supérieur au niveau des Bafi Makana, d'Akasedou, qui est à la frontière avec la Guinée, et le niveau est supérieur à Kaï. Ok. Donc, c'est pour vous dire que cette année, il faut s'attendre à une crue exceptionnelle. Ok. Et nous devrons continuer à communiquer là-dessus au fur et à mesure. En tout cas, je le répète, nous avons reçu des informations, des prévisions de l'Organisation météorologique mondiale qui annoncent des fortes précipitations en Guinée, dans le haut bassin du Niger, dans le haut bassin du Sénégal. Ça veut dire qu'il faut s'attendre à une forte crue. Et que ça a été dit aussi d'une manière que on va voir l'auditeur au bout du fil. De déborder. Ok, on va voir l'auditeur au bout du fil. Allô? Allô, oui, bonjour. Bonjour, monsieur. C'est monsieur Kondé Kanda, chef de division gestion des ressources en eau et prévention des risques. Monsieur Fané. Monsieur Fané, comment? Hein? Monsieur Fané, comment? Condé. Oui, Kondé. Monsieur Kondé Kanda. Oh, Kondé Kanda. Oui. Ok. Hein, vous avez Condé. Kondé. Kanda, c'est de chez nous, là. Oui. Kondé. Alors, c'est juste, vous avez des questions ou encore vous avez en tout cas des contributions? Non, c'est juste intervenir pour l'émission parce que je suis le chef de division gestion des ressources en eau et prévention des risques. Alors? De passage, je passe mon bonjour à ma sœur, la coordinatrice. Bonjour. À Madame Lee. Oui. Bonjour, monsieur le directeur. C'est beaucoup. Beaucoup, oui. Bonjour. Voilà. Je suis avec intérêt leur intervention. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Ok. Mais juste de petites précisions par rapport à leur intervention. En ce qui concerne par exemple la CPE, j'aimerais dire que c'est la commission permanente des eaux d'abord. C'est une instance consultative du Conseil des ministres de l'OMVS qui statue essentiellement sur le passage de l'eau entre les usages. Tenez-vous bien, c'est les usages, pas entre les États. C'est une instance spécifique. Ça fait partie des points forts de l'OMVS qui nous a valu d'être classé le premier dans le monde. Parce qu'il n'y a nulle part ailleurs dans le monde. Et ça apaise sérieusement la gestion de la ressource dans le bassin du fleuve Sénégal. Quand il s'agit de comités de bassin qu'on est en train de mettre en place, on a commencé de mettre en place, je vais résumer, dire que c'est le Parlement de l'eau. Le Parlement de l'eau. C'est-à-dire, voilà, on met en place, c'est pour tenir compte des avis des usagers dans le programme et projet de l'OMVS. Parce que ça ne sert à rien de faire des projets, de programmes pour les populations si ils ne sont pas d'avis ou s'ils ne partagent pas les raisons d'être. Il faut qu'ils soient impliqués du début à la fin. Ah, ok, alors donc en tout cas il vient de confirmer certains de nous dit. Maintenant, Madame la coordinatrice, quel est le lien qui existe entre l'OMVS et en même temps les sociétés chargées de suivre la ressource en eau comme la direction nationale d'hydraulique par exemple, c'est juste parce qu'ils ne sont pas peut-être le seul service technique. Non, on sait quand même qu'il y a certaines sociétés nationales chargées de suivre peut-être la ressource en eau aussi. C'est comme je l'ai déjà dit, j'ai dit qu'aujourd'hui, quand j'ai rappelé notre mission, je l'ai dit que nous sommes là pour coordonner les activités avec les services techniques des États. Donc notre lien c'est un lien vraiment permanent de travail. Nous ne pouvons rien faire au niveau de l'OMVS sans l'implication des services techniques des États qui s'occupent, comme il l'a dit, de l'élaboration de la politique et de la mise en œuvre de la politique en matière de gestion de l'eau. Donc nos liens sont vraiment des liens de travail avec tous les services techniques, y compris l'ADNH, l'assainissement, l'environnement, même la protection et l'ensemble des acteurs. Et pour chaque secteur dans lequel nous travaillons, nous avons les services techniques des États. Quand vous prenez l'agriculture, nous travaillons avec le ministère de l'Agriculture, avec ses services techniques. Quand vous prenez l'électricité, nous travaillons avec les ministères de l'énergie des États, à travers les sociétés d'énergie, les sociétés nationales d'électricité. Et quand vous prenez la navigation, aujourd'hui qui est un projet très très important
pour le système, pour l'OMVS, nous avons travaillé avec les services des transports de chaque État. Donc, comme vous le savez, nous travaillons avec l'ensemble des acteurs en tant que cellule nationale pour que tout le monde puisse être cohérent avec les politiques nationales des 4 États. Donc, c'est comme ça que l'OMVS travaille. Donc, c'est vraiment des liens de travail avec les services techniques, comme la DNH, comme d'autres services. Ok. Monsieur le directeur, en tout cas, vous nous avez largement expliqué la politique, comme la politique dont vous avez à votre niveau. Mais aujourd'hui, avec l'OMVS, est-ce qu'il y a encore peut-être une particularité dont vous pouvez peut-être toucher dans cette émission? Non, s'il y a une particularité, franchement, c'est cette collaboration exemplaire et que nous souhaitons poursuivre exactement avec l'OMVS. Ok, un auditeur au bout de fil, hein? Ok, excusez-moi, monsieur le directeur, on va l'écouter. Allô? D'accord. Allô, bonjour. Oui, c'est toujours M. Condé. Ok, Condé. Oui, on a été coupé là. Je ne sais pas si je peux continuer. Ok, allez-y. Vous savez pas. Voilà, je voulais venir surtout sur la maîtrise de l'eau, dont on a parlé tant, pour dire un tout petit peu 2 mots sur l'importance de la maîtrise de l'eau. Ça nous permettra d'avoir à disposition l'eau pour faire beaucoup de choses en un mot. Pour l'AEP, l'irrigation pour atteindre la sécurité alimentaire dans les différents États, et surtout l'ouvrage de Bourbassi qui va permettre la navigation sur le fleuve Sénégal de Saint-Louis à Ambédéry. Ok. Voilà, donc c'est pour cela qu'il faut vraiment se battre pour la maîtrise totale de l'eau. À présent, on maîtrise à 50% le fleuve Sénégal. Merci alors. Et c'est pour cela qu'on a envisagé de construire l'ouvrage de Bourbassi qui me paraît être très important. Ok. Et aux yeux aussi des autorités de l'OMVS. En ce qui concerne leur paillage, je pense que les aînés qui sont sur le plateau, ils ont tout dit. Mais j'aimerais dire aussi qu'on a commandité une étude sur le financement de l'AFD pour cerner tous les contours de leur paillage pour pouvoir l'atténuer. Et on viendra vers les États avec des propositions de cette étude. C'est vraiment une solution à ce qui se passe actuellement dans la Falémé. Et aussi, certainement dans d'autres affluents du bassin du fleuve Sénégal. Ok, merci M. Condé. Voilà, merci, je vous remercie beaucoup. Bien des choses à tout le monde. Ok, merci. On tend vers la fin de cette émission. Monsieur le directeur, je vous posais la particularité peut-être de votre relation, sinon même de lien qui existe entre la Direction nationale de l'hydraulique et l'organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal. Oui, cette particularité, je dis franchement, c'est cette collaboration exemplaire et que nous entretenons avec l'OMS. Il y a même déjà un protocole de collaboration entre la Direction nationale de l'hydraulique et l'OMS. Donc toutes les actions qu'on est en train d'entreprendre exactement se situent dans les cadres de ces protocoles-là. Les bulletins que vous venez de voir, que nous venons de voir tous les sites de l'OMS, exactement, les données proviennent de la DNH, les 22 stations hydrométriques qui se trouvent dans la portion malienne du Sénégal. Exactement, c'est des stations hydrométriques du Mali. Et la même chose de la Guinée, la même chose du Sénégal. Donc, l'OMS s'appuie sur les États pour coordonner, pour gérer tout cela ensemble. Franchement, c'est un exemple, c'est un modèle de collaboration, c'est un modèle de coopération. Ok. Madame la directrice, pardon. Certainement, M. Bokoum m'a aussi entraîné. Madame la coordinatrice. Alors, donc, Madame la coordinatrice de l'OMS, cellule nationale du Mali, nous sommes en tout cas presque au terme de cette émission. Quand on vous demande aujourd'hui de dire en tout cas un mot de clôture, quel message avez-vous à lancer à la population en général et en même temps aussi peut-être aux États membres, aux États membres également de l'organisation? Merci beaucoup. Je pense que le dernier mot que je voulais lancer aux populations, c'est vraiment un message en tout cas de vigilance. De vigilance d'une manière générale, mais de façon spécifique pendant la période de crue. Et que les informations qui sont données à la télévision par les services techniques doivent être prises
prise au sérieux. Okay. Donc c'est ce que je voudrais lancer au niveau des populations. Par rapport aux services techniques, je pense que les services techniques sont conscients. Je pense qu'au niveau des politiques, je pense qu'il faut que nous prenions, en tout cas à bras le corps, la gestion de la ressource en eau. Okay. C'est un aspect très important pour le développement socio-économique d'un pays. Merci. Tout est lié à l'eau. Alors. Ça, c'est l'appel que je voudrais lancer, en tout cas aux hautes autorités, pour que nos préoccupations soient prises en compte. Monsieur Bokoum, quel peut être également votre mot de fin sur cette émission? Oui, merci encore. C'est vraiment d'appeler les populations de redoubler de vigilance, surtout pour cette année. De mettre en place aussi des comités d'éveil opérationnels, de s'informer sur la situation hydrologique exactement qui s'effectue quotidiennement au niveau des radios, au niveau des télévisions, et aussi de ne pas occuper les servitudes. Okay. Vraiment de quitter les servitudes, surtout. Qui est un souci majeur qui est un souci majeur, et parce que cette année, les cours d'eau risquent de déborder. Et aussi éviter ce que les enfants aillent à la baignade, éviter, et surtout dans la Ouvercaille, on les voit chaque année, franchement, c'est des pertes de vie humaine. Évidemment. C'est d'éviter cela surtout, et puis sauver les vies, sauver les personnes, sauver les biens. Donc, c'est vraiment un appel, exactement, un cri de cœur que je lance à l'endroit des populations, et de participer eux-mêmes à la gestion exactement de cette ressource, à la protection de cette ressource et à la protection de leurs propres biens. Okay. Merci, M. Bokoum. Merci, Madame la coordinatrice. Oui. C'est bien ça? Oui. Alors, merci, Mesdames et Messieurs. En tout cas, c'était là le deuxième numéro de l'émission Les Échos sur le fleuve Sénégal. Nos invités étaient M. Dioro Bokoum, directeur national de l'hydraulique. Merci surtout, M. Bokoum, pour toutes ces précisions. Et également, Mme Li Fatoumata Kane, coordinatrice de la cellule nationale OMVS du Mali. Alors, tout un plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Nous vous remercions en tout cas d'avoir suivi la partie technique assurée par Bintou Napo et à la réalisation Mokhtar Kone, et passé un excellent moment en compagnie des programmes de la radio Renouveau FM émettant sur la 98.1 MHz.